en 2021. J'ai changé la musique de son app, raconte Marion au téléphone. Tu vois, Paul m'avait expliqué en me donnant accès à son compte que de toute façon, si lui était déjà en train d'écouter une chanson, je verrais dans le bas de l'écran un bandeau indiquant quel morceau est en cours d'audition. Du coup, je me suis mis une série de musique douce, Baby Sleep ou un truc du genre, dans l'espoir de m'endormir pour une sieste. Ce n'est qu'en me réveillant que je me suis dit « Oups, j'ai oublié de regarder dans le bas s'il y avait déjà un morceau en cours. » C'est dangereux, cette app dit. Tu vois déjà qu'il était en train de conduire. Et hop, que je te balance une berceuse au volant. Marion a éclaté de rire. Reprenant son souffle, elle poursuit. Tu vois le flic prendre la déposition. Vous rouliez vite. Non, je respectais la limitation de vitesse et la dernière chose dont je me souviens, c'est que j'écoutais de la musique. Puis plus rien. Vous avez dû vous endormir au volant. Oups, conclut une Marion hilare. Hélène, ayant attendu patiemment la fin de la conversation en cours, demande à sa mère si elle a fait de nouvelles découvertes pour son travail de fin d'études. Oui, j'ai trouvé des infos intéressantes sur Internet et dans les livres que j'ai achetés au pêle-mêle. Ce serait d'ailleurs intéressant que tu décrives dans ton TFE à quoi ressemblait ton quartier à l'origine. Tu le sais, toi? Tu peux m'aider? Demande Hélène à sa mère. Je ne connaissais pas grand-chose, mais j'ai fait des recherches pour toi. Et puis surtout aussi parce que cela m'intéresse, ajoute Marion, se gardant bien de révéler comment elle a obtenu certaines anecdotes. Cool. Attends, je vais t'enregistrer. Elle ouvre l'application dédiée sur son téléphone et appuie sur le bouton pour créer un mémo vocal. Au Moyen-Âge, juste en face de la porte du béguinage, tu as deux impasses, l'allée de l'Étuve et la porte du potage, qui ouvrent sur un chemin de terre, Terre de Straatje. Un peu plus loin, tu as la rue Van der Helst, qu'on appelle la ruelle conduisant au four à chaud. Le métier des maçons, notamment, en possède deux à cet endroit. Les carrières de Diegem et de Melsbroek leur fournissent les pierres amenées par la Seine. En 1415, les béguines demandent qu'on arrête d'en construire de nouveau et du coup, ils disparaissent progressivement. « Oh, dis, j'ai pas besoin d'autant de détails, tu peux passer ces précisions, c'est chiant !» s'exclame l'ado impatiente. Et entre l'impasse du potage et la ruelle Van der Helst se trouve le couvent de Bethléem, poursuit sa mère impassible. Et c'était grand apparemment. Ah bon? Plus grand que la copropriété? Oh oui, beaucoup plus. Ce serait intéressant de trouver un ancien plan du quartier. Oui, on devrait un jour aller aux archives de la ville. Oh oui, tu viendrais avec moi, ce serait super pour mon TFE. Oui, avec plaisir. Et elles avaient aussi leur propre église, reprend Marion. D'un gothique très ancien. On voit les fenêtres qu'il en reste quand on regarde dans le jardin. La suite m'a bien fait rire. Tu sais déjà qu'il y avait les pauvres et les riches clercs, n'est-ce pas? Oui, oui. Pour éviter toute querelle entre les deux couvents de Clarisse, le magistrat leur a défendu à toutes de s'attaquer par la voie de la chair. Par la voie de la chair, répète l'ado, mort de rire. Et comme les accroissements des couvents diminuaient le nombre des boutiques, ils limitent à 2 maisons voisines de leur ancienne église les propriétés que les pauvres clercs peuvent acquérir et ne leur permet de brasser que de la bière forte, à moins d'autorisation spéciale. Que de la bière forte? S'étonne Hélène. Oui, j'ai pas bien compris non plus la raison de cette restriction. Pour éviter de faire concurrence aux brasseurs de bière légère peut-être, puisqu'en ces temps-là, tout le monde buvait de la bière qui était nettement plus pure et potable que l'eau, j'imagine. Bref, les délégués du couvent, dont un certain Thierry de Münster, gardien de Botendaal, acceptent ces conditions le 9 août 1503.
Cool, tu as trouvé pas mal d'infos. De mon côté, j'ai lu que les pauvres clercs sont soumises à une discipline fort rigide. Elles observent une stricte clôture, jeûnent toute l'année, ne mangent jamais de viande et ne peuvent posséder aucun revenu. La ville les autorise à quêter en ville ou leur fournit elle-même des grains, du pain, de la bière, du poisson, etc. Je sais aussi que leur église a été pillée pendant la domination des calvinistes, puis consacrée de nouveau le 4 mai 1585. Et tu as lu l'histoire de l'incendie ? Ah non ? Attends, je reprends le texte, c'est trop drôle. Drôle ? S'étonne Hélène de l'adjectif utilisé pour un événement d'ordinaire catastrophique. Oui, la façon dont l'historien relate l'incident. Ah, voici. Pendant la nuit du 19 octobre 1619, un incendie terrible se déclare dans le couvent. Presque toute la ville y court, tandis que les soldats de la garnison se hâtent de regagner leur quartier. Spinola, le duc d'Aerschot, et d'autres personnes de distinction se rendent sur le lieu du sinistre pour maintenir l'ordre. Selon les uns, ce sont des charbons mal éteints, selon d'autres des fagots, qui ont causé l'incendie. Les sœurs étaient à Matines lorsqu'il commença à se développer, et une religieuse malade, à qui la peur rendit des forces, vint leur donner l'alarme. Marion n'a pu s'empêcher d'éclater de rire. À qui la peur rendit des forces, répète-t-elle, pleurant toujours de rire. J'imagine la bonne sœur prendre littéralement ses jambes à son cou, levant les genoux jusqu'aux oreilles, le chignon défait, les longs cheveux en bataille, relevant des deux mains le bas de sa robe de nuit pour courir dans les couloirs sur ses pieds nus. Et comment ça s'est terminé ? Elles avaient vainement essayé d'éteindre les flammes lorsque les secours sont arrivés. Elles se sont réfugiées dans le jardin ou dans le cœur de l'église, d'où la fumée les a chassées. Et en parlant de secours, ce serait intéressant d'évoquer le service incendie dans ton travail, poursuit Marion, parce qu'à cette époque-là, les pompiers n'existaient pas encore. Ah non ? Non, c'était les gardes qui organisaient les secours. Les gardes ? Quels gardes ? Les militaires, si tu veux. Au XVIIe siècle, la ville est divisée en 10 compagnies bourgeoises, comprenant chacune 4 sections commandées par des capitaines. Le gouvernement choisit parmi les capitaines le maître de la garde, qu'on appelle aussi le sergent-major, ou simplement le major, et son lieutenant. Ensuite, tu as 4 centeniers ou chefs de section, un porte-drapeau, 3 sergents, 12 caporaux commandant chacun une escouade, 3 tambours et 24 volontaires. Et ce sont les chefs de section qui gardent chez eux les seaux et les autres objets nécessaires dans les incendies. Oh non, trop drôle. Oui, tous les membres des sections doivent monter la garde à tour de rôle sur les remparts et aux portes de la ville, et il y a 4 places d'alarme ou d'armes. En cas d'alerte, les bourgeois se réunissent au domicile du capitaine, d'où ils se rendent à la place d'armes. Et là, ils attendent les ordres du major. Lorsque le feu éclate en ville, les bourgeois courent aux armes et ceux de la section gardent les rues adjacentes du foyer de l'incendie. À l'exception des charretiers qui vont chercher de l'eau et des maîtres charpentiers, couvreurs, etc., qui sont tenus, ainsi que les religieux, de prêter leur aide, personne ne peut se retirer avant que l'incendie ne soit éteint. Les religieux ? S'étonne l'adolescente. Oui, tous les ordres mendiants envoient des religieux sur le lieu du sinistre pour porter du secours. Les voisins augustins, notamment. Cool, je mettrai tout cela dans mon texte, répond Hélène, satisfaite. Et il ne restait plus rien de leur couvent, suppose l'ado. L'église a été épargnée, mais le reste a presque été entièrement détruit. Le couvent a été reconstruit l'année suivante grâce aux dons de quelques nobles et bourgeois. C'est fou ça, que des gens payent pour qu'on reconstruise un couvent. Et oui, c'est là toute l'habileté de la religion.
Les gens se rachètent une conscience par des libéralités. Ils s'assurent de ne pas finir en enfer en payant l'Église ou des organismes de charité. Eh ben... Je vais essayer de retrouver l'ancien plan où l'on voit bien tous les bâtiments, reprend Marion, tandis que sa fille se resserre un verre de coca. Je sais que les Augustins ont pu enclaver dans leur couvent une petite ruelle pour les séparer des pauvres clercs, à condition de payer tous les ans une poule au domaine. « What ?» s'exclame Hélène, qui en postillonne sa boisson à 2 doigts de s'étrangler de rire. « Oui, et il leur est interdit de bâtir contre le terrain de ces religieuses, de prendre leur jour et de leur imposer aucune servitude. Quelques années après, les pauvres clercs élèvent un grand mur dans la ruelle derrière les 3 rois, jusqu'à la Seine, pour séparer leur propriété de celle des Augustins. « Voilà, regarde, on voit bien tous les bâtiments, » dit Marion, pointant l'écran de sa tablette. « Oh, mais c'était grand !»« Oh oui, elles avaient une brasserie, une boulangerie, un jardin potager. Au départ, il s'agissait d'un ordre religieux très sévère, fondé par Sainte Claire. » « Tiens, mais on n'avait pas dit que c'était la règle de Sainte Colette qu'elle suivait ?» questionne Hélène. « Oui, c'est pas très clair. Leur dénomination non plus d'ailleurs. Claire, Clarisse, Coltine, Récoltine, dit Marion, haussant un sourcil. À creuser, pense-t-elle, bien décidée à se faciliter la tâche en prenant un raccourci spatio-temporel lorsqu'elle serait seule. « Mais sinon, pour l'évolution du couvent, tu as toutes les dates, reprend-elle. Je suis pas sûre. On peut regarder ça ensemble, tu veux bien ? Dac. Attends, je prends mes notes, dit-elle, quittant prestement la pièce. 1 minute à peine s'écoule avant son retour. Voilà ce que j'avais déjà rassemblé comme info, récite Hélène d'une voix claironnante et fière. Au départ, c'est la maison de Bethléem, habitée par des sœurs grises tertiaires, c'est-à-dire du tiers-ordre de Saint-François, qui est transformé en un couvent de pauvres clercs en 1503. Oui, le couvent de Bethléem est créé en 1492, si je ne m'abuse, l'interrompt sa mère. La jeune fille annote rapidement au crayon sur une feuille de brouillon avant de poursuivre. Puis il est supprimé en 1783 par Joseph II, mais elles reviennent en 1790. Oh, mais attends, la coupe une nouvelle fois Marion. Elles ont connu d'autres va-et-vient. Elle reprend ses notes pour les commenter. Au XVIe siècle surviennent les guerres de religion. Les abbayes de Grimberg, de Dilligem et de Forêt sont saccagées. L'abbesse de Forêt, Françoise de la Douve, en meurt, paraît-il, de douleur et est enterrée aux pauvres clercs. Ils avaient une manie d'enterrer leurs morts sous leurs pieds, cela s'exclame l'ado hilar. Oui, rit Marion, qui poursuit. Donc, abolition du culte catholique, suppression des couvents et dispersion des religieux, des béguines. Seules les sœurs noires et les hospitalières de Saint-Jean sont autorisées à rester dans leur couvent pour soigner les malades. La plupart des autres religieuses retournent auprès de leurs parents et prennent l'habit séculier. Plus tard, elles retournent dans leur couvent, j'imagine, puis, fin XVIIe siècle, rebelote, l'artillerie française décharge une pluie de boulets rouges sur Bruxelles. Les habitants et les communautés laïques et religieuses s'empressent de mettre autant que possible leurs meubles et leurs papiers à l'abri de l'incendie. Les pauvres clercs se réfugient à l'hôtel Vaudemont et ensuite chez les carmélites. Les riches clercs, elles, demandent l'hospitalité aux annonciades. Il est 7 heures du soir quand le bombardement commence. En un instant, l'incendie éclate en divers endroits et la ville est livrée à la plus épouvantable confusion. Le bruit se répand que l'artillerie française va tonner sur les quartiers encore épargnés. Dans la panique, les annonciades abandonnent leur cloître à leurs hôtes et les riches clercs s'enfuient à la Cambre. Encore heureux pour elles car le couvent est détruit.
Ensuite, comme tu le disais, les pauvres clercs sont expulsés fin XVIIe siècle. Leur couvent est converti en hôpital militaire anglais. En 1790, elles peuvent le réintégrer. Hop, les pauvres clercs reviennent à Bruxelles. Et après avoir entendu le salut au Récollet, elles rentrent en procession dans leur couvent, dont elles sont pour la dernière fois expulsées en 1796 et se retirent alors au couvent de Berlaymont. Suit un intervalle de silence. Hélène est partie dans ses pensées, inquiète à l'idée de devoir à présent mettre en forme tous ses renseignements. « Tu connais le Berlaymont ?» lui demande sa mère. « Non. » C'est le nom qu'on a donné au bâtiment de la Commission européenne parce qu'il a été construit à l'endroit où se situait le couvent. « Ah, ok. Donc finalement, j'aurais pas mal de matière pour décrire mon quartier, dit Hélène. Tu m'envoies tout ça par mail, mamounette ? Sure, répond l'intéressée qui revient au plan de 1795. C'était vraiment énorme, reprend-elle songeuse. Regarde, tu avais une porte cochère ici, à la rue de Laken, qui donnait sur un grand jardin clos en carré, un grand bâtiment à 2 étages, puis un autre avec pignon à redans, typiquement bruxellois. Au fond du jardin, tu avais l'église, puis une cour, puis d'autres bâtiments parallèles à la rue de Laken. Ce que je ne comprends pas bien, c'est l'orientation de la nef. Quand tu vois les vitraux qui subsistent aujourd'hui, ils sont disposés dans le sens de la rue Van der Elst, alors que l'église est dessinée sur ce plan perpendiculaire à cette ruelle. « Et tu as vu la longueur de ce bâtiment ?» s'exclame Hélène, ébahie, montrant les constructions longeant la rue Van der Elst et se terminant au bout par un L. « Oui, il allait jusqu'à la Seine, dit Marion admirative, jusqu'à la rue de la Fiancée. »« Et où est-ce qu'on se trouve sur ce plan ?» demande l'ado. « J'ai du mal à le dire. Là se trouve la rue aux Fleurs, bien au-delà de l'église. La rue des Hirondelles doit avoir été percée ici, j'imagine. » Complète Marion. « Je pense avoir vu passer une info. Attends. Ah voilà. Il y avait un pont sur la Seine, le pont des pauvres clercs, qui menait au quai de la Fiancée. Leur couvent fut acheté par le citoyen Weary, qui perça en 1806 sur ce terrain les rues des Hirondelles, des Chauves-souris et des Bécassines. C'est comique ces noms de rues, où sont-elles ? Aucune idée. Elles n'existent plus, à part notre rue évidemment, qui a été nommée comme ça parce que la tradition dit que les Hirondelles se réunissaient dans le jardin des Clarisses pour entreprendre leur pérégrination. On en a déjà vu des hirondelles ici ? Je sais qu'on voit souvent des chauves-souris. Quant aux bécassines, ça ressemble à quoi une bécassine ? Aucune idée. Un échassier, j'imagine ? S'aventure Marion tandis qu'elle lance une recherche sur son iPad. Quelques secondes après, elle annonce « Ah non, regarde, c'est cet oiseau tacheté. » Un oiseau de rivage de taille petite à moyenne, avec souvent un long bec et de longues pattes qui occupent les milieux humides, marais, etc. On y est, hein ? Bon, moi j'y vais, annonce soudain Hélène qui en a marre. J'ai rendez-vous avec Bubule. Aussitôt sa fille partie, Marion reprend le coq de blanchisseuse, le frotte contre sa cuisse comme elle a désormais appris à le faire, et se retrouve, après une brève sensation d'éblouissement, dans l'esprit de Thérèse, occupée à son activité favorite, raconter des tranches d'histoire à son arrière-petite-fille. En effet, en 1830, Thérèse s'étant endormie dans son fauteuil à oreilles, les chevilles posées sur le repose-pied, Agnès s'est occupée sagement. Ayant prévu de passer l'après-midi chez son aïeul, elle a apporté son carnet de croquis, ses crayons et ses fusains. Aussi, son arrière-grand-mère la découvre-t-elle concentrée sur une esquisse enfantine à son réveil. « Bobonne, vous me racontez encore l'histoire du béguinage ?» la presse la jeune fille qui a aussitôt délaissé son dessin.
Vous y avez vécu toute votre vie, n'est-il pas? Presque. J'y suis arrivée avec ma mère et mes frères et sœurs lorsque j'avais 4 ans environ. Mais laisse-moi commander du thé à Wilhelmine d'abord. La vieille dame agite la sonnette, donne ses instructions à la soubrette, se tourne ensuite vers la gamine et se met à compter. Quelques femmes dévotes avaient pris l'habitude de se réunir en dehors de l'enceinte de la ville pour prier dans la chapelle de Notre-Dame de la Vigne, qui donnera d'ailleurs son nom au béguinage. C'était une espèce de vaste couvent enclos de murs. Pourquoi dites-vous une espèce? En fait, les premières béguines ont fait construire une plus grande chapelle, qui était destinée à leur usage exclusif, mais sans pour autant créer de paroisse. C'est un chapelain qui venait dire les messes. Vous étiez là à l'origine? Mais non, dit. Je sais bien que j'ai l'air d'un fossile à tes yeux, mais le béguinage a été fondé au XIIIe siècle. Si tôt? Je ne savais pas qu'il était aussi ancien. Si. Et à cette époque, elles étaient 1200. C'était l'un des plus grands et plus riches béguinages de nos régions. Le plus ancien acte qui atteste l'existence des béguines de Bruxelles est une bulle du pape Innocent IV de l'an 1245, les autorisant à dire les offices. Et l'infirmerie existait déjà en 1248. Ah bon? En 1250, les 4 filles de Michel le Chien de Goïc, Béatrix, Héloïde, Ade, Catherine et leurs nièces ont fait construire des maisons près de la chapelle, ainsi que la fondation nommée le Grand Goïc, qui est donc la plus ancienne du béguinage. 2 ans plus tard, le curé chargé des offices, René de Breeteken, fournit aux béguines, qui résident encore en ville, un terrain pour s'y établir. Il est donc généralement considéré comme le fondateur du grand béguinage de Bruxelles. Moi, je me demande pourquoi toutes ces femmes ont décidé de vivre ensemble, dit l'adolescente pensive. Tu sais, beaucoup de femmes seules étaient incapables de payer la dot exigée par les grandes abbayes. Et puis surtout, la discipline et la clôture n'étaient pas trop rigoureuses dans le béguinage. Nous pouvions aller et venir en ville, du moment que nous soyons rentrés avant la tombée de la nuit. Comment était-ce le béguinage? Demande la petite. Eh bien, autour de la rue principale, tu avais un réseau de ruelles et d'impasses se croisant à angle droit. Derrière le chevet de l'église, tu avais l'infirmerie. C'est quoi le chevet de l'église? Le fond. À l'arrière, donc, tu avais les jardins, vergers et potagers des béguines. Le béguinage était protégé par un mur de clôture et un fossé d'eau qui sont restés même après la construction de la nouvelle enceinte qui les a englobés dans son périmètre. Mais je voulais dire comment était la vie au béguinage, les prières et tout ça. Ah, en ce temps-là, on n'était déjà plus très religieux, sais-tu? Tu avais bien quelques bigotes, et il y avait des rituels, la messe et tout le tremblement. L'enclos était très calme, très paisible, mais surtout par respect du règlement. Pas de musique, pas de danse. La seule musique que le curé a fini par autoriser, c'est la guitare de la mamie. Il en avait marre des ronflements des dormeurs pendant l'office. Oui, tu penses bien, ces chants en latin n'étaient accessibles qu'au clergé, autant chanter en tamoul. Tandis que la guitare de la Lali, ça, c'est une musique qui parlait au cœur. Elle hésite une fraction de seconde avant de se confier. La guitare m'a beaucoup aidé à surmonter mon chagrin quand j'ai perdu... Enfin bon, ça remonte à bien loin tout ça. Elle s'est tue, plongée dans ses tristes souvenirs. Moi, j'aimerais bien qu'elle parle un peu du couvent des pauvres clercs, souffle Marion à Clotilde. Comme par enchantement, la demoiselle oriente sa bisaïeule vers le sujet. Et votre meilleure amie, où habitait-elle dans le béguinage?
demande Agnès. Oh non, Pétronie est Clarisse. Elle est au couvent de Berlaimont aujourd'hui. Un cloître fondé par la comtesse de Berlaimont où sont installées des chanoinesses vouées à l'enseignement. Mais à l'époque, elle vivait avec les pauvres clercs à la rue Van der Helst. Et la vieille Thérèse de raconter ses péripéties à son arrière-petite-fille. La présence des Clarisses coltines en Belgique est un phénomène typiquement flamand. Si la France avait proportionnellement autant de monastères de Clarisses que la Belgique, elle en aurait 684. Or, il n'y en a que 54, contre 38 en Belgique. Le culte de Sainte Colette est parti de Gand au XVe siècle et s'est propagé en Flandre et à Bruxelles. Mais c'était des Clarisses ou des Coltines, chuchote Marion à sa comparse imposée, un soupçon d'impatience dans la voix. Thérèse sursaute en entendant à nouveau des voix. « Tu ne dois pas chuchoter, elle nous entend, nous sommes dans sa tête, » lui répond Clotilde. Pour cacher son trouble, Thérèse s'empresse d'ajouter à l'intention d'Agnès. Au départ, les nonnes suivaient la règle de Claire d'Assise et son « privilège de pauvreté », dit-elle en mimant les guillemets. Puis très vite, le pape Urbain IV impose au monastère de Clarisse une règle qui rétablit les rentes et les biens. Du coup, on distingue les pauvres des riches clercs ou urbanistes. Comme je le disais, la plupart des monastères appartiennent à la branche coltine, d'un type tout autre que celui des riches clercs, marqué par l'esprit des grandes abbayes. Celles de Bruxelles se sont installées dans le couvent de Nazareth, qui appartenait aux frères de la vie commune, des religieux venus s'établir à Bruxelles pour y enseigner les humanités. Et sais-tu qu'ils ont été les premiers à imprimer à Bruxelles en 1476 ? Fichtre, s'exclame la jeune adolescente. Votre langage, mademoiselle, latence vertement l'aïeule qui poursuit son laïus. Les coltines, elles, implantent de petites communautés en se contentant bien souvent au départ d'une simple maison qu'elles adaptent aux usages monastiques. Elles sont plus présentes dans la société, ont une autre forme d'influence. Auparavant, les couvents bénéficiaient du soutien de nombreuses familles nobles. Les nouvelles fondations sont davantage des maisons de prière. Certaines maisons confectionnent des hosties ou ont un atelier d'ornement liturgique. D'autres maisons exercent une activité pastorale au sein des paroisses ou s'occupent d'enseignement. Si au couvent des pauvres clercs, c'était aussi des coltines, réfléchit Marion, ravie d'avoir appris ce renseignement, on peut se demander s'il n'y a pas eu une évolution des coltines vers les béguines. Si déjà les coltines étaient moins cloîtrées, plus tournées vers l'extérieur, peut-être certaines femmes ont-elles voulu se distancer de la religion. Non, l'évolution a plutôt été dans l'autre sens, répond Clotilde. Au XIVe et XVe siècle, les béguines réussissent à vivre en combinant contemplation et travail caritatif, tout en restant libres de tout attachement religieux. Mais elles ne détiennent pas l'apanage de la semi-religiosité. Des groupes de fidèles aspirent à une perfection de vie chrétienne, à une foi intense mêlant travail, prière et pauvreté, non dans un cloître mais dans le monde, sans prendre la bure, en restant dans leur état d'hommes et de femmes, éventuellement mariés. Ils veulent vivre l'Évangile dans sa radicalité, sans abandonner le monde, en restant dans l'état laïque. Ces séculiers des deux sexes, comme les béguines, ne font aucun vœu et ne sont pas soumis à une clôture. Cette période correspond à une phase d'anticléricalisme. La foi aveugle dans le catholicisme a fait place au scepticisme et à l'incrédulité. Ces communautés parallèles ne voient plus en l'Église le garant de l'Évangile.
Elles se constituent certes comme corps religieux, mais sous de simples vœux, ne se soumettant qu'à la règle mitigée de saint François et n'obéissant qu'à des règlements internes. Ces chrétiens appliquent l'entraide mutuelle, se regroupent à des moments donnés, portent des habits distincts et pratiquent la chasteté à certains moments de l'année. Une certaine pauvreté est de mise, mais n'est pas absolue. Comme les Bougars, les frères Sakites, les Béguines, tous connus sous le nom de frères ou sœurs de la pénitence. Fraternité, sur le modèle des confréries sacerdotales, laïcs familiers des abbayes qui vivent en communion avec des communautés monastiques, mulieres continentes, humiliées, papellardes, bisotche, beatas, les apostolines aussi, ou marolles, qui instruisent des jeunes filles pauvres. Les marolles, s'étonne Marion, ce sont des religieuses? Bah oui, ce sont des apostolines qui élèvent de pauvres filles âgées de 8 ans au moins et nées d'honnêtes parents dans les paroisses de Sainte-Gudule et du Finistère. Elles leur apprennent à faire de la dentelle et d'autres ouvrages de main. Le produit de leur travail est conservé par la mère supérieure pour leur être remis lorsqu'elles atteignent l'âge de 20 ans et quittent le couvent. Au XVIIIe siècle, elles sont au nombre de 12. Il y a aussi les communautés hospitalières qui dépendent d'institutions ecclésiastiques ou civiles, issues elles aussi du courant de la pénitence et qui s'adonnent à des activités caritatives dans des hôpitaux, des léproseries. Ces groupes évoluent plus ou moins rapidement vers des formes de vie plus régulières, plus classiques, et recevront d'ailleurs une personnalité juridique, notamment dans le tiers-ordre franciscain, comme les Sœurs Grises, et dominicains. Elle va pas se taire, la cagotte, pense Marion, qui se prend à regretter d'avoir posé la question. J'ai l'impression d'avoir une radio dans la tête, dit.